À la une ce soir, Alassane Ouattara est officiellement réélu président de la République de Côte d'Ivoire avec 89,77% des suffrages exprimés. Le chef de l'État obtient un nouveau mandat selon la décision du Conseil constitutionnel, une confirmation qui marque la fin du processus électoral et ouvre désormais la voie au défi du prochain quinquennat. Niangon Academy dans la commune de Yopougon dévoile une toute autre réalité de la ville d'Abidjan. Dans ce quartier, la route n'est plus qu'un souvenir. Entre bourbières, poussières et voies dégradées, chaque déplacement révèle du défi, laissant les habitants partagés entre résignation et attente face aux promesses de modernisation. Une semaine après les violents affrontements qui ont endeuillé le village de Nayo, la vie tente timidement de reprendre son cours, mais ici, le silence n'efface pas l'inquiétude. Article 1er. Le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est officiellement réélu président de la Côte d'Ivoire à 89,77% pour un nouveau quinquennat. Après les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante CEI, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict sur la présidentielle ivoirienne. Le candidat Alassane Ouattara arrive largement en tête avec 89,77% des voix. Il devance le candidat Jean-Louis Billon 3,09%, Simone Gbagbo 2,42%, Awadon Melo 1,97% et Henriette Lagou, 1,15%. Présente sur les lieux, Chantal Camara a procédé à l'énonciation des différents décrets du règlement administratif avant de proclamer les résultats définitifs. Au terme des articles 51, in fine, et 127, alinéas 2 et 3 de la Constitution, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de l'élection du président de la République, statue sur les contestations irrélatives et en proclame les résultats définitifs. L'institution assure n'avoir reçu aucune contestation. L'examen des procès-verbaux, dit-elle, ne révèle aucune irrégularité pouvant entacher la crédibilité du scrutin. Que le mercredi 29 octobre 2025, la Commission électorale indépendante a transmis au Conseil constitutionnel les procès-verbaux de dépouillement des votes, ainsi que les pièces qui en constituent les annexes. Considérant que la juridiction constitutionnelle n'a enregistré aucune réclamation, que par ailleurs, l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à affecter le résultat d'ensemble, conférant ainsi au scrutin toute sa légalité et sa légitimité. Qu'il échec de proclamer le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, ainsi qu'il suit. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Rappelons que la prochaine étape est la cérémonie d'investiture. La CEDEAO a adressé ce dimanche 2 novembre 2025 un message de félicitations au peuple ivoirien à la suite du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire, qu'elle qualifie de pacifique. Dans une déclaration officielle publiée depuis son siège à Abuja au Nigeria, l'organisation régionale salue la sérénité et le sens de responsabilité qui ont, selon elle, marqué le vote sur l'ensemble du territoire national. Pour le journaliste d'investigation André Silver Conan, la position de la CEDEAO paraît en décalage avec certaines réalités du terrain. Après donc l'élection présidentielle, la CEDEAO avait fait une déclaration où elle relevait
un certain nombre d'irrégularités. Surtout, elle relevait les arrestations, 700 arrestations. C'est écrit noir sur blanc dans cette déclaration de la CEDEAO conjointe avec l'Union africaine. Bien sûr, la CEDEAO n'avait pas eu de courage de dire clairement ce qu'elle pensait de ces arrestations, si elles étaient bonnes ou mauvaises, si elles étaient conformes à ce qu'elles prônent comme valeur démocratique ou non. Elle s'était bien abstenue de le faire. Et puis, quelques jours après, surprise, la CEDEAO félicite le peuple ivoirien. Mais pourquoi, justement? Pour les arrestations, donc pour les manifestations qui ont précédé ces arrestations, ou pour le calme qu'elle dit avoir relevé lors du scrutin. Vous voyez que c'est contradictoire. Selon lui, l'institution régionale a perdu une part de sa crédibilité ces dernières années. Quel est le poids réel de la CEDEAO sur les avancées démocratiques en Afrique? Là, il y a eu un moment où la CEDEAO était assez forte, où la CEDEAO pesait. Mais aujourd'hui, la CEDEAO ne pèse plus rien. Voilà. Donc, ce que la CEDEAO aujourd'hui fait, c'est juste qu'elle a des programmes, des projets qui sont financés par des mécanismes internationaux et fait financer ces projets-là, c'est tout. Sinon, concrètement, qu'est-ce que la CEDEAO fait en termes d'avancée démocratique en Afrique, sinon en Afrique de l'Ouest? Pour ces dernières années, je ne vois pas. De son côté, la Commission électorale indépendante, CEI, estime que le scrutin s'est globalement bien déroulé malgré quelques incidents isolés dans certaines localités. Ces irrégularités n'ont toutefois pas été mentionnées dans le communiqué de la CEDEAO qui aurait pu, selon le journaliste Saïd Panda, se limiter à saluer le caractère démocratique de l'élection sans en occulter les zones d'ombre. Lorsque la CEDEAO, par exemple, salue le peuple ivoirien pour la maturité qui a conduit à des élections, selon la CEDEAO, paisibles, sans trouble, c'est vrai que cela interpelle quelque peu. Il y a eu quand même quelques troubles. On a recensé au moins une dizaine de morts, donc cela ne nous semble pas totalement vrai de dire qu'il y a eu des élections apaisées. Les résultats publiés par la CEI placent Alassane Ouattara en tête avec 89,77% des suffrages exprimés. Le prix maximal de détail des produits pétroliers connaît une légère baisse. Le super sans-plomb, carburant indispensable pour de nombreux automobilistes, voit son tarif diminuer de 10 francs CFA par litre à la pompe. Une mesure en vigueur du 1er au 30 novembre 2025. Une baisse modeste, certes, mais tout de même bien accueillie par les usagers. Le litre, il y a moins de 10 francs, c'est quelque chose. C'est pas insignifiant. En économie, 5 francs, ça va payer le truc. 10 francs encore, c'est beaucoup. Voilà. Maintenant, bon, par rapport aux distances, les longues distances, voilà, il y a du gain. Voilà, même. C'est bon. Si chaque mois on peut enlever un peu comme ça nous fait plaisir. Voilà. Si tu fais ton budget du mois, forcément tu vas avoir des retenues. Voilà. C'est déjà un impact sur ton porte-monnaie. Pour quelqu'un qui consomme 10 litres au 100 km, qui fait facilement 700 km dans une semaine, ça reste quand même un peu considérable quand même dans son budget. C'est significatif. Pour beaucoup, cette réduction représente une petite bouffée d'oxygène. Elle pourrait alléger même légèrement le coût de la vie au quotidien. Les transporteurs espèrent, eux aussi, en ressentir les effets, notamment sur les dépenses liées au déplacement. Si tu prends 20 litres, 30 litres, ça va. Tu peux savoir que non, c'est vraiment diminué vraiment. Quand on roule comme ça, c'est qu'on prenait avant là. Donc on n'arrive pas à ce niveau encore. Donc on sent que non, c'est réduit un peu. Et nous aussi, on peut aussi diminuer le prix du transport. Voilà. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement, si vraiment il veut faire plus encore, vraiment, ça allait nous arranger. Même si c'était 5 francs, c'est signifiant. Parce qu'on peut prendre, si on a pris pour 40 000 par jour, si on enlève
10 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, c'est de l'argent. Hein, donc c'est bon. Mais cette baisse suffira-t-elle à influencer le prix du transport? La question reste ouverte dans un contexte où la cherté de la vie continue de peser sur les ménages. Tout le monde souhaite que s'il y a une baisse de prix, en tout cas, à tous les niveaux, ça nous va. C'est ce que la population demande. Surtout que s'ils ont diminué le carburant, il faut que le transport aussi diminue. Et si l'autorité décide, donc tout le monde subit. Qui voit le transport au rabais, ça va nous arranger nous tous. Selon le communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le litre d'essence super sans plomb passe ainsi de 830 à 820 francs CFA. En revanche, le prix du gasoil reste inchangé à 675 francs CFA le litre, tout comme celui du pétrole lampant, maintenu à 705 francs CFA. Une décision gouvernementale qui, sans révolutionner le pouvoir d'achat, apporte malgré tout un léger soulagement aux consommateurs. À Yopougon, ici, le goudron s'arrête et tout semble s'arrêter avec lui. Nous sommes à Nyongo Academy, un quartier dit résidentiel. Mais au-delà, c'est un tout autre décor, celui que les habitants appellent la voie des oubliés. Une appellation qui résume à elle seule la lassitude et les difficultés quotidiennes de ceux qui y vivent. Ici, la route n'a jamais vraiment existé depuis la création du quartier. Pour rentrer chez soi, il faut affronter un véritable parcours du combattant. Pentes glissantes, crevasses à chaque tournant. Les véhicules hésitent, les habitants s'en plaignent. Le temps s'étire, les coûts de transport grimpent. C'est pas facile, c'est vraiment des souffrances. Vous voyez, cette petite distance de 1 km là, les taxis que vous voyez là, ils prennent jusqu'à 300 francs, seulement que 1 km. C'est vraiment compliqué. C'est un quartier qui regorge beaucoup de personnes. Il y a plus de 1000 habitants ici, mais les autorités nous ont carrément oubliés. L'état de la route est très très compliqué. Vous voyez un peu, voilà, même les femmes, même pour les envoyer ici, là même là. Le prix communal est 300, mais on a oublié de prendre les 500, les 1000 francs. Hein. Voilà, parce que nous-mêmes aussi, même là, ça garde nos voitures aussi, les amortisseurs, tout ça là. Donc la voie n'est pas du tout pratique. À chaque secousse, à chaque glissade, ils sentent le poids des promesses non tenues. Celui d'un avenir qu'on repousse toujours un peu plus loin. Là où commence la poussière. Ou encore, en saison des pluies, que des mauvais souvenirs. J'ai raté une cliente, en tout cas qui était dans mon quartier. Je l'indiquais ici. Elle venait avec ses 2 enfants pour venir se faire coiffer. Puis elle-même fait aussi c'est tressé. Mais quand je l'ai indiqué, puis elle a vu l'état de la route, à cause de sa voiture, elle n'a pas pu venir. Elle a dit que sa voiture est très basse, elle peut pas venir ici. Je demande aussi à l'État de la Côte d'Ivoire, en tout cas, de nous aider par rapport à la route, pour que nous aussi, que nous débrouillons, on peut aussi gagner quelque chose pour manger. Parce que si les clients ne viennent pas à cause de la route, nous, on fait comment pour payer le magasin, pour payer aussi les employés. C'est un peu compliqué, donc pensez à nous aussi. Lorsqu'il pleut, on est obligé d'attendre jusqu'à ce que la pluie sèche pour pouvoir passer à l'école. Parce que quand il pleut, tout là, la pluie le long de la route, on n'arrive pas à passer. On est obligé d'attendre jusqu'à ce que la pluie sèche pour aller à l'école. Avec le temps, cette situation a façonné le rythme de vie du quartier. Entre débrouille et découragement, chacun s'adapte comme il peut. Les jeunes, parfois comblent eux-mêmes les trous avec des gravats pour permettre aux véhicules de passer. C'est très difficile actuellement pour nous ici. Et actuellement, même il pleut. Si la pluie continue comme ça, c'est un problème. Voilà la raison pour laquelle on est venu étaler ce que vous voyez actuellement là. Et demain, on essaie de faire de nos mieux un peu. Mais actuellement là, quand on regarde Yopougon est très grand. Et nous sommes délaissés. Et nous sommes vraiment délaissés aujourd'hui par la mairie de Yopougon, par rapport à notre quartier aussi. Et il est très difficile. Ici, c'est un quartier qui est très très habité. Ici, c'est académie résidentielle sur la carte. Maintenant, beaucoup d'hommes appellent ça académie Pays-Bas. Donc, on aimerait vraiment que les gens viennent nous aider maintenant à pouvoir faire les travaux de notre quartier maintenant. À Nyongo Academy, la route, c'est plus qu'un problème d'infrastructure. C'est le symbole d'un quartier oublié, d'une population qui se sent mise à l'écart du développement urbain. Pourtant, malgré la fatigue et les promesses sans suite,
l'espoir demeure, avec toujours la même question. Jusqu'à quand faudra-t-il se débrouiller seul? À Nayo, dans le département d'Issia, le calme revenu après les récents affrontements reste fragile. Une semaine après les violences, la peur continue de dominer le quotidien. Maisons abandonnées, marchés déserts. La vie semble s'être arrêtée dans ce village meurtri. Ce vendredi 31 octobre, jour de marché, l'ambiance d'autrefois a disparu. Le silence a remplacé les cris des vendeurs et les allées grouillantes de clients sont désormais vides. C'est juste de marcher. J'ai trouvé un peu d'aubergine avec piment, mais il n'y a personne passé à cause de la guerre. On a fui, on allait en brousse. Entièrement, il n'y a personne. Tout le monde est en brousse. Sur place, le quartier le plus touché reste celui des BT, où l'on dénombre 3 morts, plusieurs blessés, dont un a succombé le dimanche 1er novembre, ainsi que des maisons et des commerces incendiés. Partout, les stigmates de la violence sautent aux yeux. Murs calcinés, portes éventrées, toitures effondrées, les rues sont désertes et les habitants encore présents vivent dans la crainte de nouveaux affrontements. On a toujours peur, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas armés. Les autres sont armés, donc on est obligé. Après, les repas qu'on partage, on se retourne dans les cachettes, parce qu'on a peur. La présence des forces de l'ordre nous rassure plus ou moins, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, parce que les gens ont encore la peur au ventre. Je pourrais estimer à moins de 10% de la population présente actuellement. Face à la peur, les leaders communautaires appellent au dialogue, à la réconciliation et surtout au désarmement. Il faut dire que Nayo, actuellement, la cohabitation est devenue vraiment... C'est pas la peine. C'est pas facile. C'est pas facile. La nuit, même Nayo ressemble à un silence des cimetières, on ne voit personne. Tout le monde a peur. Nous souhaitons que des solutions idéales soient trouvées pour qu'on s'asseye, afin de discuter, dialoguer, pour que la paix revienne. Présentement, on parle de cohésion sociale, de paix. Et on demande que toutes ces personnes qui ont quitté Nayo reviennent. C'est vrai, on veut tous revenir, mais là, il y a une situation présentement qui rend notre retour un peu difficile. Parce qu'à tout moment, quand tu vas vers la population, vers les jeunes pour leur demander de rentrer, voilà ce qu'ils disent. Bon, on a eu quand même une dispute avec nos communautés. Et nous tous, il y a des blessés, il y a des décès. Mais ce qu'ils avaient avant de nous blesser, nous tuer, là, ils ont encore ça. Non, il faut un désarmement. Je ne suis pas dans les comportements revanchards. Non, on a fait ça. Nous aussi, on allait faire ça. Il y a encore des gens dont les maisons sont détruites. Et des gens qui sont entrés à Brousse, d'autres sont blessés là-bas. On est en train de faire ce qu'on doit faire pour que les gens viennent. Les gens reviennent. Vous l'avez constaté. Depuis 48 heures, il y a beaucoup d'hommes ici. Il y a beaucoup d'hommes. Ils sortent, ça vient un peu. Depuis les événements, les cadres, les autorités locales multiplient les réunions pour apaiser les tensions et restaurer la cohésion sociale. À Nayo, les habitants tentent de panser leurs plaies, partagées entre tristesse et espoir. Ils souhaitent que la paix et la sécurité reviennent durablement dans leur localité. Le gouvernement, de son côté, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes exactes des violences et situer les responsabilités. En République démocratique du Congo, le gouvernement du président Félix Tshisekedi a engagé une répression contre 12 partis d'opposition. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé avoir saisi le Conseil d'État afin d'obtenir leur dissolution. Les activités de ces formations politiques sont suspendues sur l'ensemble du territoire national. Elles sont accusées de s'être alliées à l'ancien président Joseph Kabila au sein de la plateforme Sauvons la RDC, lancée à la mi-octobre à Nairobi, au Kenya. Les autorités congolaises ont qualifié cette rencontre de messe noire, affirmant que Kabila, condamné à mort pour son prétendu soutien à la rébellion de l'AFC M23, en était le principal instigateur. Jusqu'à présent, seuls 3 de ces partis, dont le PPRD de l'ancien chef d'État, avaient été suspendus pour des raisons liées à la sécurité nationale. Le dimanche 2 novembre dernier, la société civile congolaise a exprimé ses vives préoccupations face à la suspension des 12 partis politiques d'opposition. L'Association africaine des droits de l'homme, AZADO,
a dénoncé une décision qu'elle considère comme le signe d'une dérive autoritaire du régime. Selon cette ONG congolaise, il s'agit d'une répression politique visant les opposants au pouvoir en place. Jean-Claude Katende, président de l'Azado et récemment réélu vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, a qualifié cette mesure de grave atteinte à la démocratie. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant des massacres au Soudan et qui font froid dans le dos, c'est la nouvelle situation qui prévaut au Darfour, plus précisément dans la ville d'Al-Fasher. Depuis son indépendance en 1956, le Soudan connaît une période d'instabilité. Le pays connaît 20 coups d'État, soit environ un coup d'État tous les 3 ans. Mais que s'est-il passé pour que le pays retombe dans ces dérives meurtrières? Pour comprendre la récidive de ces massacres, je vous invite à revenir en 2018. Le peuple soudanais s'élève pour chasser Omar el-Béchir, un dictateur au pouvoir. Il tente de mettre en place un pouvoir civil, ce qui va s'avérer être un succès. Omar el-Béchir est tombé. Mais difficile pour la révolution de se débarrasser des forces militaires qui proposent une période de transition avant de reprendre le pouvoir en octobre 2021. Les forces armées régulières dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, FSR, dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo, soutenues par les Émirats arabes unis. Pour la petite histoire, les forces de soutien rapide, anciens Jamdawid, seraient les milices responsables du génocide du Darfour en 2000. En 2023, les choses se compliquent quand les deux armées s'attaquent régulièrement au détriment des populations civiles. Selon le journaliste soudanais Hamad Gamal, il ne s'agit ni d'un conflit civil ni d'une guerre ethnique. C'est un génocide planifié et excité par les forces de soutien rapide soutenues par l'étranger. Qu'il ne s'agit pas d'une guerre civile entre des tribus, mais c'est un génocide planifié et excité par les forces de soutien rapide, soutenues par l'étranger. Dans les guerres actuelles au Soudan, on trouve plusieurs pays qui sont impliqués. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une guerre civile entre deux camps qui se battent pour rien, mais c'est une guerre autour de ressources naturelles par procuration. Les raisons seraient d'ordre économique. La guerre d'aujourd'hui trouve sa racine dans la guerre au Darfour, en sachant que la région de Darfour est une des régions les plus riches en matière de ressources naturelles. Al-Fasher est une ville située dans la région du Darfour, une région riche en or, en pétrole, en minerais, en terres agricoles et en gomme arabique. Al-Fasher est la dernière grande ville du Darfour qui n'était pas encore tombée sous le contrôle des forces de soutien rapide. Les FSR assiègent la ville et malgré les nombreux appels à l'aide, les habitants ont été abandonnés par la communauté internationale. Le lundi 27 octobre 2025, ils ont à nouveau envahi la ville. Résultat, plus de 3000 civils exécutés. Ils ont commencé à exécuter les citoyens en pratiquant de génocide. Ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est des images réelles. Et malheureusement, c'est des vidéos qui ont été diffusées par les membres de milices en fait eux-mêmes. Pourquoi c'est un symbole en fait de succès, c'est un symbole de victoire. Des camions de l'Organisation mondiale de la santé seraient en attente dans le cadre d'un convoi humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, transportant de la nourriture, des médicaments, des fournitures médicales vitales à Al-Fasher dès que l'accès sera ouvert.